Il existe deux catégories de personnes dans ce monde. Celles qui traversent la vie en réagissant aux circonstances et celles qui décident de la modeler. Les premières survivent, les secondes construisent. Elles avancent, non parce qu'elles ont eu plus de chance, mais parce qu'elles ont compris une vérité que la majorité ignore. La richesse n'est pas un privilège, c'est une mécanique intérieure, une science que l'on active, une architecture que l'on installe, une façon de penser qui transforme tout ce qu'elle touche. Les 7 principes que tu vas découvrir ne sont pas des concepts abstraits, mais des leviers mentaux capables de réécrire ton futur. Si tu permets à ces lignes de pénétrer ton esprit, tu ne liras pas simplement un livre, tu activeras une nouvelle version de toi. La richesse n'a jamais été une question de chance, encore moins une affaire de naissance. Elle a toujours été, depuis les premiers marchands, les premiers bâtisseurs, les premiers visionnaires, une affaire d'esprit. Ceux qui ont laissé une trace, ceux qui ont créé de la valeur, ceux qui ont changé leur vie et celle des autres avaient un point commun. Ils avaient appris à penser différemment. Ce livre ne cherche pas à t'impressionner avec des théories compliquées ou des promesses irréalistes. Il a une mission plus simple et infiniment plus puissante. Modifier la manière dont ton esprit se structure autour de la réussite. Les 7 principes que tu vas lire ne sont pas là pour te motiver temporairement. Ils sont là pour te reprogrammer durablement. Ils forment une progression précise, cohérente, pensée pour déclencher en toi un basculement intérieur. D'abord, la décision. Ensuite, le désir dirigé. Puis la foi stratégique, l'autosuggestion, la puissance du cercle, la discipline intelligente et enfin la transmutation mentale. Chacun de ces principes agit comme une pièce d'un mécanisme qui, une fois complet, fait de toi quelqu'un de capable non seulement de réussir, mais de maintenir la réussite, de la multiplier et de l'utiliser avec conscience. Tu ne trouveras ici aucune recette magique, car il n'en existe pas. En revanche, tu trouveras les lois invisibles qui régissent la réussite humaine depuis toujours. Des lois psychologiques, émotionnelles, énergétiques. Des lois qui, lorsqu'elles sont intégrées, rendent la croissance inévitable. La plupart des gens traversent leur vie sans jamais comprendre pourquoi ils stagnent, pourquoi les mêmes schémas reviennent, pourquoi la réussite semble toujours glisser entre leurs doigts. Ils ne manquent pas de talent, ils manquent d'outils internes. Et c'est précisément ce que ce livre t'offre. Des outils, des armes mentales, des fondations stables sur lesquelles tu pourras bâtir une vie qui te ressemble. Si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose en toi sait qu'il est temps. Temps de réécrire ton histoire, temps de prendre ta place, temps de devenir la personne que tu aurais toujours dû être. Ce livre est ton point de bascule. Principe 1. La décision de devenir riche n'est pas une simple déclaration d'intention, ni un souhait prononcé à voix basse lorsque la vie devient inconfortable. C'est un acte fondateur, un pivot psychologique, un moment où un individu cesse d'être entraîné par le courant et commence enfin à nager dans la direction qu'il choisit. Tout ce que l'être humain construit, absolument tout, commence par une décision, et la richesse n'échappe jamais à cette règle. Il existe une différence profonde entre vouloir quelque chose et se décider pour quelque chose. Le premier appartient au domaine du désir vague, du rêve passif, de l'imagination lointaine. Le second appartient au domaine du réel, de l'engagement, de l'énergie dirigée. C'est une frontière invisible, mais déterminante, une ligne que seuls les audacieux acceptent de franchir. La décision de devenir riche n'est pas un caprice ni une réaction impulsive à une frustration. C'est une résolution intérieure, ferme, claire et non négociable. Je deviens l'auteur de ma destinée financière. Je cesse d'espérer. Je choisis. Dès que cette décision s'installe profondément, une transformation commence, presque imperceptible au début, mais irréversible. La personne qui décide change de posture mentale. Elle prend conscience que la richesse ne se reçoit pas. Elle se crée. Elle comprend que la vie ne dépose pas la prospérité devant ceux qui attendent, mais devant ceux qui s'engagent. Elle perçoit soudain la passivité comme un piège, un confort toxique, un état qui uniformise, qui endort, qui retient. Sortir de la passivité est un choix conscient, parfois brutal,
souvent inconfortable, mais toujours libérateur. C'est reconnaître que rien ne changera tant que rien ne sera décidé. Il ne suffit plus de dire « j'aimerais être riche » ou « j'espère améliorer ma vie ». Ces phrases entretiennent l'illusion d'un mouvement alors qu'elles dissimulent l'immobilité. La vraie décision efface le conditionnel et introduit la détermination. Je décide de devenir riche. Cette phrase, prononcée avec conviction, agit comme un interrupteur intérieur. L'esprit cesse de chercher des excuses et commence à chercher des solutions. La décision crée une tension directionnelle, une énergie orientée vers l'avant, une obligation personnelle de cohérence. Dès lors, chaque pensée, chaque action, chaque choix doit s'aligner avec cette résolution nouvelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la décision est un acte créateur. Elle ne se contente pas de fixer une intention, elle modifie l'identité. Un individu qui décide réellement de devenir riche ne pense plus comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui construit. Sa vision intérieure se transforme progressivement en engagement concret. Il devient responsable de son évolution, responsable de sa discipline, responsable de son ascension. Il cesse d'abandonner cette responsabilité aux circonstances, aux événements extérieurs, à la chance, au destin ou à la société. La décision de devenir riche donne naissance à une nouvelle manière d'exister. Elle change la façon de regarder les opportunités. Elle change la relation au temps. Elle change la gestion de l'énergie. Une personne qui a réellement décidé ne consomme plus son existence. Elle l'investit. Elle ne subit plus ses journées. Elle les utilise. Elle ne rêve plus en silence. Elle agit en conscience. La décision est une force qui redéfinit les priorités. Elle fait passer le long terme avant l'instantané, la croissance avant la distraction, la construction avant le confort immédiat. Elle oblige à s'interroger. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche de la vie que j'ai décidé d'atteindre? Et si la réponse est non, la décision impose d'ajuster, de corriger, de recommencer. Car décider signifie renoncer à la complaisance qui maintient dans la médiocrité. Beaucoup de gens veulent être riches, mais peu sont prêts à décider de le devenir. La différence se trouve dans le prix psychologique à payer. Abandonner les excuses, affronter la vérité, reconnaître sa propre responsabilité. C'est un choc pour l'ego, mais un cadeau pour l'avenir. La décision de devenir riche élimine le flou intérieur. Elle clarifie la direction. Elle simplifie la vie. Elle allège l'esprit de milliers d'hésitations inutiles. Elle structure la pensée autour d'un axe central. La création de valeur, la maîtrise de soi, la discipline intelligente, l'action alignée. Une fois la décision prise, la personne commence à voir ce qu'elle ne voyait pas avant. Les opportunités qui semblaient inexistantes apparaissent, non parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que la passivité les rendait invisibles. L'esprit humain filtre la réalité selon son intention dominante. Celui qui n'a pas décidé voit des obstacles partout. Celui qui a décidé voit des chemins possibles derrière chaque obstacle. La décision modifie la perception, et la perception modifie la destinée. Devenir riche n'est pas seulement une trajectoire financière, c'est un renversement identitaire. C'est comprendre que la richesse commence dans l'invisible, dans l'intention, dans la posture mentale, dans la manière d'interpréter la vie. Ce n'est pas l'argent qui crée la décision, c'est la décision qui crée l'argent. Et cette décision n'est jamais confortable, car elle demande d'admettre que tout ce que l'on vit jusqu'ici n'est pas le résultat de la chance ou du hasard, mais le résultat de choix, y compris de l'absence de choix. Lorsque tu décides réellement de devenir riche, tu arrêtes de te battre contre le monde et tu commences à te battre contre tes limites, tes habitudes, tes anciennes croyances, tes réflexes de survie. Tu arrêtes de regarder la réussite comme un phénomène lointain qui appartient aux autres. Tu reconnais que ta vie financière ne changera pas parce que l'économie changera ou parce qu'un miracle se produira, mais parce que tu auras changé, toi. Chaque personne qui a transformé sa vie a commencé par ce point unique. La décision. Avant la stratégie, avant les livres, avant les mentors, avant les opportunités, il y a ce moment solitaire et puissant où l'on prend conscience que l'on n'est plus disponible pour une existence ordinaire. La décision de devenir riche est un pacte intime passé avec soi-même. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle n'a pas besoin d'être applaudie.
elle n'a besoin que d'être tenue. Car une décision vraie n'est pas un mot, c'est une mise en mouvement. Et lorsque la mise en mouvement commence, la vie répond. Elle teste d'abord ta sincérité, elle te confronte, elle t'éprouve. Mais si tu persistes, elle finit par s'incliner devant ta détermination. La richesse, au fond, ne vient jamais à ceux qui la désirent. Elle vient à ceux qui la décident. Principe 2. Le désir dirigé. La vision qui attire les opportunités est probablement l'une des lois psychologiques les plus ignorées de notre époque, alors qu'elle se trouve pourtant à l'origine de toutes les transformations majeures de l'histoire humaine. Aucun empire ne s'est construit sans vision claire. Aucun innovateur n'a changé le monde sans intention précise. Aucun individu n'a jamais atteint une grande prospérité en se contentant d'un souhait vague jeté au hasard de ses émotions. Le désir, lorsqu'il n'est pas dirigé, n'est qu'une agitation intérieure, un élan diffus qui ne sait pas où aller. Mais dès qu'il devient précis, orienté, défini, il se transforme en force créatrice, en aimant, en énergie organisée capable de remodeler la réalité. Le désir dirigé n'a rien à voir avec l'impatience ou la rêverie. Il ne consiste pas à fantasmer une vie plus belle. Il consiste à définir avec exactitude ce que l'on veut construire, à clarifier les contours de son futur, à sculpter une vision intérieure si nette qu'elle devient impossible à ignorer. Une vision floue crée une vie floue, et c'est exactement ce que connaissent la plupart des gens. Ils veulent réussir, vivre mieux, gagner plus. Mais que signifient ces mots? À quoi ressemblent-ils? Quels chiffres? Quel style de vie? Quelle contribution? Quel impact? Tant que ces questions restent en suspens, le désir reste mou, faible, incapable de produire une transformation durable. L'esprit humain ne travaille efficacement que lorsqu'il sait où aller. Il a besoin de coordonnées, il a besoin de concret. Il a besoin d'une destination définie pour activer le subconscient, réorienter l'attention, filtrer les opportunités pertinentes et déclencher les comportements nécessaires. Le désir dirigé commence donc par une définition précise de ce que l'on veut. Une somme exacte, un mode de vie détaillé, une mission personnelle claire. Ce n'est pas l'univers qui doit deviner, c'est l'individu qui doit déclarer. Dès qu'une vision devient précise, elle commence à occuper l'intérieur de l'esprit comme une lumière activée qui attire les ressources et les synchronicités. Le subconscient fonctionne comme un radar. Il repère tout ce qui peut rapprocher de la vision dominante, il met en évidence ce qui était invisible, il fait remonter des idées que l'on croyait inexistantes. C'est pour cela que ceux qui ont une vision claire semblent chanceux. Ils ne le sont pas. Ils sont simplement alignés. Le désir dirigé est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui tournent en rond. Lorsqu'une personne sait exactement ce qu'elle veut, son énergie cesse de se disperser. Elle devient plus stratégique, plus sélective, plus concentrée. Elle dit non aux distractions parce que son oui est déjà engagé ailleurs. Elle avance avec certitude parce que son objectif est suffisamment défini pour qu'elle puisse mesurer ses progrès. Et surtout, elle active en elle un phénomène fondamental, l'attraction des opportunités. Car un désir clair n'est pas seulement personnel, il est social. Il attire les gens qui résonnent avec la même ambition. Il attire les mentors qui reconnaissent la détermination. Il attire les collaborateurs qui partagent la vision. Il attire les situations qui renforcent la direction prise. Dans la vie, nous ne recevons pas ce que nous voulons vaguement, mais ce que nous voulons intensément et clairement. L'être humain ne peut pas manifester ce qu'il ne peut pas imaginer. Tant que la vision reste brumeuse, les actions restent hésitantes. Tant que les actions restent hésitantes, les résultats restent médiocres. Et c'est ainsi que des millions de personnes passent des années à espérer un changement sans jamais comprendre que c'est leur flou intérieur qui crée leur stagnation extérieure. Le désir dirigé exige donc de créer une image mentale précise, détaillée, vivante. Cette image doit être répétée, entretenue, approfondie jusqu'à devenir familière, jusqu'à ce que le subconscient la reconnaisse comme une réalité plausible. L'esprit ne travaille pas avec l'indéterminé. Il travaille avec le visuel, l'émotionnel, le concret.
La vision doit devenir un film intérieur tellement clair que l'on peut presque le toucher. C'est pour cela que les grands leaders, les créateurs, les stratèges répètent des visualisations quotidiennes. Ils ne rêvent pas. Ils programment leur cerveau. Ils donnent un ordre clair à leur système nerveux. Va là-bas. Mais un désir clair n'est puissant que lorsqu'il est émotionnel. Sans émotion, la vision reste froide, théorique, presque administrative. Ce n'est pas la précision seule qui crée la puissance. C'est la précision accompagnée d'un feu intérieur. Un désir froid ne manifeste rien. L'émotion est ce qui active la force créatrice. L'émotion est ce qui donne de la valeur à la vision. L'émotion est ce qui fait persister quand les obstacles arrivent. L'émotion transforme un objectif en mission, une idée en obsession positive, un souhait en engagement. L'être humain n'agit pas pour ce qui est logique, il agit pour ce qui est ressenti. La logique informe, l'émotion transforme. Pour que le désir dirigé devienne réellement magnétique, il doit vibrer. Il doit te toucher profondément. Il doit te faire ressentir quelque chose de plus fort que la peur, que le doute, que la fatigue. C'est ainsi que naît la détermination. Lorsque l'image mentale est incarnée par une émotion forte, elle cesse d'être une simple projection. Elle devient un moteur. Elle te pousse à agir même lorsque rien n'est visible. Elle te pousse à avancer même lorsque tout semble incertain. Elle te pousse à tenir quand d'autres abandonnent. Car la vérité est simple. La majorité des gens ne manquent pas de désir. Ils manquent de direction. Ils manquent de clarté. Ils manquent de chaleur émotionnelle. Ils manquent de la volonté d'entrer pleinement dans une vision au lieu de la regarder de loin. Le désir dirigé n'est pas un luxe psychologique, c'est une nécessité stratégique. Il transforme l'individu de spectateur en architecte. Il supprime les hésitations, clarifie les priorités et aligne les décisions. Il donne un sens aux efforts, une cohérence aux actions et une orientation à l'énergie. Tant que la vision n'est pas claire, la vie ressemble à un labyrinthe. Dès qu'elle le devient, la vie se transforme en itinéraire. Les chemins se dévoilent. Les opportunités se multiplient. Les bonnes personnes entrent. Les mauvaises s'éloignent. Les événements commencent à s'organiser autour de la direction choisie. Ce que l'on appelait hasard commence à ressembler à des synchronicités. Ce que l'on appelait chance commence à ressembler à une logique interne. Ce que l'on appelait miracle commence à ressembler à la conséquence naturelle d'une vision tenue avec constance. Le désir dirigé libère une force que l'on sous-estime. L'inconscient se met à filtrer, à analyser, à trier les millions d'informations que nous recevons chaque jour et à sélectionner celles qui sont utiles à la vision. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre les mêmes situations mais ne pas voir les mêmes opportunités. L'une perçoit ce qui confirme sa confusion. L'autre perçoit ce qui confirme sa direction. Parce que son désir n'est plus dispersé mais orienté. Lorsqu'un individu exerce ce niveau de précision intérieure, il devient littéralement aimant. Son énergie attire. Sa présence inspire. Sa détermination s'impose. Les portes s'ouvrent, non parce qu'elles sont magiques, mais parce que ceux qui tiennent les clés reconnaissent immédiatement la différence entre un rêveur hésitant et quelqu'un qui sait exactement où il va. Le désir dirigé est donc l'architecte de la destinée. Il transforme la volonté en structure, l'ambition en trajectoire, le rêve en plan, le souhait en intention précise. Comme une flèche tirée vers une cible, la vision guide chaque geste, chaque pensée, chaque choix. Elle réduit les distractions, élimine le superflu et permet d'investir l'énergie là où elle produit réellement de l'impact. Lorsque tu clarifies ton désir, tu clarifies ton avenir. Lorsque tu précises ta vision, tu précises tes résultats. Lorsque tu connectes ton émotion à ton objectif, tu actives une énergie que rien ne peut stopper. La richesse mentale commence alors à agir comme un champ gravitationnel. Tu deviens un centre d'attraction. Tu ne poursuis plus les opportunités, elles te trouvent. Tu ne cherches plus désespérément des solutions, elles émergent naturellement. Tu n'essayes plus de convaincre le monde, c'est le monde qui se met à répondre. La plupart des gens pensent que la réussite dépend de la stratégie. Ils ont tort. La stratégie n'a de sens que lorsqu'elle soutient une vision claire.
Sans vision, elle s'effondre. Avec vision, elle s'organise. Le désir dirigé, c'est l'art de décider de ce que tu veux, de le voir avant qu'il n'existe, de le ressentir avant de l'obtenir et d'avancer comme si c'était déjà en chemin. À partir du moment où la vision devient claire, elle devient possible. À partir du moment où elle devient possible, elle devient probable. Et dès qu'elle devient probable, elle devient inévitable pour celui qui refuse d'abandonner. Tu peux traverser les tempêtes, les doutes, les erreurs, les retards, les obstacles. Si ton désir est dirigé, ton avenir est scellé. Car le monde n'obéit pas à ceux qui veulent. Il obéit à ceux qui veulent avec précision. Ceux qui savent exactement ce qu'ils construisent attirent exactement ce dont ils ont besoin pour le construire. Voilà pourquoi, principe 2, le désir dirigé. La vision. Qui attire les opportunités n'est pas seulement une théorie, mais un fondement incontournable de toute richesse mentale réelle. Principe 3. La foi, stratégique, croire, avant de voir, constitue l'un des pivots les plus puissants de la richesse mentale, non pas dans un sens religieux, mais dans un sens psychologique, identitaire et transformationnel. La foi dont il est question ici n'est pas une croyance mystique, ni une dévotion spirituelle, mais la faculté mentale de maintenir une conviction positive, même lorsque l'environnement ne reflète pas encore cette conviction. C'est la capacité rare de voir au-delà du visible, de tenir une vision même dans l'absence de preuves concrètes, d'adopter comme vérité un futur qui n'existe pas encore. Cette forme de foi n'est pas un refuge, c'est une stratégie. Elle n'est pas un espoir fragile, c'est une construction intérieure. Elle n'est pas une illusion, c'est une discipline mentale dont les effets, eux, sont parfaitement réels. Le cerveau humain est un amplificateur extraordinaire. Il adopte comme vérité ce qu'on lui répète avec intensité, régularité et émotion. Peu importe que cela soit vrai ou faux, si l'esprit y croit suffisamment longtemps, il adaptera la perception, le comportement et les décisions à cette croyance. C'est la raison pour laquelle des millions de personnes vivent dans des limites qu'elles n'ont jamais remises en question. Elles répètent pendant des années les mêmes phrases, les mêmes affirmations, les mêmes récits internes. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas de chance, je ne suis pas fait pour ça. Ces phrases deviennent des programmes. Et un cerveau programmé pour la limitation ne pourra jamais produire une vie d'expansion. La foi stratégique commence donc par un nettoyage. Remplacer les affirmations anciennes, celles qui ont été héritées de l'enfance, de la société, de la peur ou des échecs passés, par de nouvelles croyances capables de soutenir la vision. Le cerveau adopte la vérité qu'on lui donne. Une affirmation répétée suffisamment de fois devient une identité. Et l'identité, elle, dicte les résultats extérieurs. C'est l'un des principes les plus méconnus de la psychologie humaine. Nous n'agissons pas en fonction de ce que nous voulons, mais en fonction de ce que nous croyons être. Deux personnes peuvent avoir le même objectif, les mêmes ressources, la même intelligence, mais obtenir des résultats radicalement différents, simplement parce que leur identité intérieure n'est pas la même. Celui qui se voit comme capable persistera, cherchera des solutions, se relèvera, tiendra sa vision. Celui qui se voit comme limité restera prisonnier de ses peurs, se sabotera inconsciemment, interprétera chaque difficulté comme une preuve de son incapacité. La foi stratégique consiste à adopter une identité plus grande que sa réalité actuelle. Ce n'est pas du mensonge, c'est de l'évolution. Ce n'est pas de l'illusion, c'est de la projection. C'est comprendre que la version de soi capable d'atteindre la réussite doit être adoptée avant que la réussite arrive. La vie n'offre jamais une nouvelle réalité à une ancienne identité. Ce que l'on attire dans la vie est toujours proportionnel à l'image que l'on a de soi. Si l'on pense petit, on attirera petit. Si l'on pense grand, on attirera grand. La foi stratégique élargit cette image intérieure jusqu'à ce qu'elle devienne capable de contenir la vision. Ce processus n'est pas simple, car la peur, le doute et les blocages intérieurs sont des gardiens psychologiques qui protègent l'individu contre l'inconnu. Leur rôle n'est pas de détruire, mais de maintenir l'équilibre. La peur demande « Es-tu sûr ?» Le doute demande « Et si tu échoues ?» Les blocages demandent « Pourquoi changer ?» Ces voix intérieures ne sont pas des ennemis,
mais des mécanismes primitifs conçus pour éviter le danger. Cependant, dans un monde moderne où la croissance dépend du mouvement, ces mécanismes deviennent des barrières. La foi stratégique les déplace, non pas en les supprimant, mais en leur donnant un contexte plus large. Elle dit « Je comprends ta peur, mais je choisis d'avancer ». Elle dit « Je vois ton doute, mais ma vision est plus forte ». Elle dit « Je reconnais ton blocage, mais j'ai décidé de ne plus construire ma vie autour de toi ». La foi stratégique est donc une forme de leadership intérieur. C'est l'art de guider son esprit quand il vacille, de maintenir la direction lorsque le mental cherche des preuves, de rester aligné quand l'environnement ne renvoie encore aucune confirmation. Elle ne demande pas de nier la réalité, mais de ne pas se laisser dominer par elle. Elle demande de tenir la vision. Et tenir la vision signifie une chose: être capable d'imaginer clairement un futur dans lequel on a déjà réussi et d'y croire suffisamment pour agir comme si ce futur était inévitable. Croire avant de voir n'est pas naïf, c'est logique. Car tout ce qui existe aujourd'hui, un pont, une maison, une entreprise, une invention, une carrière, a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un avant d'exister dans la matière. La création commence dans l'invisible. Ce que l'on perçoit comme de la réalité n'est que la partie visible d'un processus initié dans l'esprit humain. Les grands entrepreneurs, les artistes, les sportifs, les leaders et les visionnaires fonctionnent ainsi. Ils voient avant d'avoir. Ils croient avant d'obtenir. Ils avancent avant de maîtriser. Ils s'identifient à leur futur avant que leur présent ne le confirme. La foi stratégique transforme le rapport au temps. La plupart des gens attendent les résultats pour croire. Ceux qui réussissent croient pour obtenir les résultats. L'un attend l'évidence, l'autre crée l'évidence. L'un réagit au monde, l'autre influence le monde. Et c'est ici que la différence entre stagnation et évolution se crée. Lorsque l'on attend la preuve pour se mettre en mouvement, la preuve n'arrive jamais. Lorsque l'on avance malgré l'absence de preuve, la preuve finit par apparaître. Croire avant de voir demande un effort mental considérable, car cela va à l'encontre du conditionnement social. On nous a appris à faire confiance uniquement à ce qui est tangible, mesurable, concret. On nous a appris à douter de ce que l'on ne peut pas encore prouver. On nous a appris que rêver est dangereux, que viser haut est imprudent, que l'ambition est risquée. Mais cette logique n'a jamais construit une vie exceptionnelle. Elle ne fait que protéger une vie ordinaire. La foi stratégique apprend à protéger l'ambition avant qu'elle ne devienne réalité. Elle est le garde du corps de la vision. Pour que la foi stratégique s'installe durablement, il faut reprogrammer les récits intérieurs. Chaque personne possède une narration mentale, un récit sur qui elle est, ce qu'elle mérite, ce qu'elle peut accomplir. Tant que ce récit n'est pas transformé, la vie continuera à suivre l'ancien scénario. Le cerveau est un serviteur fidèle. Il cherche la cohérence entre la réalité intérieure et la réalité extérieure. Si l'intérieur dit « je suis limité », il produira des choix limités. Si l'intérieur dit « je suis capable », il produira des solutions. Si l'intérieur dit « je suis destiné à plus », il guidera vers plus. Le cerveau adopte les croyances qu'on lui répète avec intensité. Ce n'est pas la vérité qui le programme, mais la répétition. Beaucoup vivent encore avec des croyances qui ne leur appartiennent pas. Des phrases lancées par un parent découragé, un professeur pessimiste, un collègue jaloux, un environnement médiocre. Ces phrases sont devenues des certitudes. Et ces certitudes sont devenues des prisons. La foi stratégique casse ces prisons, pierre après pierre, en installant de nouveaux fondements. Je suis capable. Je mérite le succès. Je peux apprendre ce que je ne sais pas. Je peux devenir ce que je ne suis pas encore. Ces croyances, répétées avec intensité émotionnelle, finissent par devenir des évidences intérieures. Et ce qui devient une évidence intérieure devient une manifestation extérieure. La foi stratégique ne supprime pas les peurs. Elle les dépasse. Elle ne supprime pas les doutes. Elle les traverse. Elle ne supprime pas les obstacles. Elle les relativise. Elle agit comme une lumière intérieure. Tant que la lumière est allumée, l'obscurité ne domine pas. La peur n'a plus la même intensité. Le doute n'a plus la même autorité.
Les blocages n'ont plus la même influence. Ils existent, mais ils ne dirigent plus. Ce n'est pas l'absence de peur qui fait les individus puissants, mais leur capacité à avancer même avec la peur dans l'esprit. La foi stratégique transforme également la relation que l'on entretient avec la temporalité. La plupart des personnes sont prisonnières de l'impatience. Elles veulent les résultats immédiatement, et lorsque ceux-ci ne viennent pas, elles interprètent ce délai comme une preuve d'échec. La foi stratégique transforme ce délai en période de gestation. Elle comprend que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Que pendant que les résultats ne sont pas visibles, il se prépare. Que l'invisible travaille en silence bien avant que le visible n'apparaisse. La foi stratégique, c'est attendre sans abandonner, persister sans se fatiguer, avancer sans renoncer. Lorsqu'une personne adopte cette foi, quelque chose de profond se produit. Elle commence à agir comme si la réussite était inévitable. Et lorsque l'être agit ainsi, l'univers finit toujours par s'aligner. Ce n'est pas de la magie, mais une loi naturelle. On attire ce que l'on croit mériter. On attire ce que l'on croit possible. On attire ce que l'on croit réel intérieurement. La foi stratégique n'est pas une prière, c'est une décision. Une décision de croire en soi, en sa vision, en son futur, avant que le monde ne le confirme. À ce stade, la vie prend une dimension nouvelle. Les obstacles ne sont plus des arrêts, mais des ajustements. Les retards ne sont plus des blocages, mais des préparations. Les échecs ne sont plus des condamnations, mais des enseignements. La vision ne dépend plus de la situation, mais la situation commence à dépendre de la vision. Celui qui adopte ce principe devient le créateur de son avenir, non le spectateur de son passé. Principe 3. La foi stratégique. Croire. Avant de voir n'est donc pas un concept abstrait. C'est un mécanisme puissant, une forme d'ingénierie mentale qui façonne les comportements, influence la réalité et déplace l'être humain vers des horizons qu'il croyait impossibles. Ceux qui le maîtrisent avancent plus vite, plus haut, plus loin, car ils ne se contentent pas d'attendre que la réalité change. Ils changent d'abord intérieurement. Et lorsque l'intérieur change, l'extérieur suit toujours. Principe 4. L'autosuggestion. Programmer l'esprit pour la richesse repose sur une vérité que peu de gens acceptent réellement. L'être humain devient riche intérieurement bien avant de le devenir extérieurement. La richesse matérielle n'est jamais la première manifestation de la réussite. Elle n'en est que le dernier effet. Tout ce qui apparaît dans la vie d'un individu est d'abord né dans l'espace silencieux et invisible de son esprit. C'est là que tout commence, là que tout se forme, là que tout se prépare. Et c'est précisément l'autosuggestion qui agit comme l'outil central, la machine intérieure, le mécanisme psychologique capable de reconfigurer le subconscient pour l'amener à attirer ce qui correspond à une nouvelle identité. Le subconscient est la zone la plus influente de notre esprit. Il décide de nos comportements, de nos choix, de nos réactions, souvent sans que nous en soyons conscients. Il retient ce qu'on lui répète, ce qu'on lui montre, ce qu'on lui laisse croire. Il ne juge pas, il enregistre. Il ne sélectionne pas, il intègre. Il ne débat pas, il crée des automatismes. C'est pour cela que principe 4 est essentiel. Tout ce que nous répétons à notre esprit finit par se transformer en réalité. L'autosuggestion est le langage utilisé pour influencer notre programmation intérieure. Ce n'est pas de la magie, mais une mécanique mentale. L'esprit retient ce qu'on lui dit le plus souvent, avec assez d'émotion et de répétition pour que cela devienne une vérité pour lui. Nous ne réagissons pas au monde tel qu'il est, mais au monde tel que notre subconscient nous dit qu'il est. Nous ne devenons pas ce que nous voulons réellement. Nous devenons ce que nous croyons pouvoir devenir. Et nos croyances proviennent, pour la plupart, de ce que nous nous sommes répétés inconsciemment pendant des années. La majorité des gens ne manquent pas de talent, mais ils manquent d'un discours intérieur capable de soutenir leur ambition. Ils se répètent qu'ils ne sont pas assez prêts, pas assez bons, pas faits pour ça, pas capables de passer au niveau supérieur. Chaque répétition grave, une nouvelle couche dans l'inconscient, jusqu'à ce que ces doutes deviennent des certitudes. Ainsi, ce n'est pas la réalité qui les limite, c'est leur programmation mentale. L'autosuggestion inverse le processus. Au lieu de subir un discours intérieur hérité de l'enfance, de la société ou des échecs passés,
on commence à construire volontairement un dialogue orienté vers la réussite. Le subconscient, incapable de distinguer le vrai du faux, finit par accepter comme réalité ce qui lui est affirmé avec suffisamment de persistance. L'autosuggestion consiste donc à nourrir l'esprit de phrases, d'idées, d'images et d'émotions alignées avec la richesse. C'est une manière de dire au cerveau « Voici la nouvelle direction. Voici la nouvelle identité. Voici la nouvelle version de moi. » Ce processus, lorsqu'il est répété quotidiennement, redessine progressivement la carte mentale de l'individu. Ce qui semblait impossible devient envisageable. Ce qui semblait trop grand devient atteignable. Ce qui semblait éloigné devient accessible. L'autosuggestion est l'art de reprogrammer la perception de soi, et la perception de soi détermine tout ce que l'on ose entreprendre. Construire un dialogue intérieur orienté réussite, c'est décider de ne plus laisser place à la voix du doute. C'est remplacer consciemment les phrases limitantes par des affirmations puissantes, structurées, émotionnelles. L'être humain n'est pas limité par la réalité, mais par l'histoire qu'il se raconte quotidiennement sur lui-même. L'autosuggestion réécrit cette histoire. Elle lui donne un nouveau narratif, un narratif qui pousse vers la croissance, la réussite et l'expansion. La répétition quotidienne ancre ce narratif. Le subconscient a besoin de constance, car il n'apprend pas vite, il apprend profondément. Le discours intérieur n'agit pas en une fois, mais en couches successives, chaque répétition renforçant la précédente, chaque affirmation creusant un peu plus le sillon d'une nouvelle croyance. La répétition, associée à l'émotion, crée une intensité qui marque l'inconscient. Ce n'est pas l'affirmation froide qui transforme, c'est l'affirmation vibrante. L'émotion est la colle qui fixe les mots dans l'esprit. Elle donne de la force à la vision. Elle la rend vivante. C'est pour cela que l'autosuggestion est indissociable de la visualisation. Visualiser, c'est donner une forme tangible à l'affirmation. C'est voir intérieurement ce que l'on affirme. C'est faire correspondre l'image à la parole pour créer une expérience mentale cohérente. Lorsque l'esprit voit et entend la même intention, il l'enregistre plus vite. La visualisation amplifie la puissance de l'autosuggestion. En fermant les yeux quelques minutes par jour et en se représentant la réussite avec précision, détails, couleurs, mouvements, l'individu transmet à son subconscient une réalité intérieure tellement claire qu'elle commence à s'imprimer dans sa structure mentale. À force de répétition, cette vision cesse d'être perçue comme un rêve. Elle devient une familiarité, et ce qui est familier est considéré par le subconscient comme normal, possible, naturel. À partir de là, l'esprit commence à agir en conséquence. Il attire des idées nouvelles, détecte des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé auparavant, repère des opportunités que l'on aurait ignorées, active des comportements qui étaient jusque-là inhibés. L'autosuggestion fonctionne comme un éclairage intérieur. Elle met en évidence ce qui était dans l'ombre. Elle révèle des chemins qui existaient déjà, mais que l'esprit n'était pas programmé pour voir. C'est ainsi que l'autosuggestion attire les solutions, non par magie, mais par réorientation mentale. Le subconscient, désormais aligné avec la réussite, devient un générateur d'idées, un amplificateur de concentration, un filtre intelligent qui sélectionne ce qui correspond à l'objectif. Il élimine progressivement les pensées parasites, les peurs inutiles, les croyances limitantes. Il crée un terrain intérieur fertile pour l'action. Beaucoup de gens exercent des efforts considérables sans obtenir de résultats, non pas parce qu'ils agissent mal, mais parce que leur programmation intérieure contredit leurs efforts. Ils veulent réussir, mais leur subconscient leur répète qu'ils ne sont pas capables. Ils veulent s'enrichir, mais leur subconscient les mène vers des choix qui maintiennent la survie. Ils veulent entreprendre, mais leur subconscient les ramène vers le confort. L'autosuggestion élimine cette contradiction intérieure. Elle fait coopérer l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Elle transforme la réussite en direction naturelle, plutôt qu'en combat permanent. Elle simplifie la vie, car elle neutralise le sabotage intérieur. Elle évite l'effort forcé, car elle remplace la lutte contre soi-même par l'alignement avec soi-même. La véritable puissance de principe 4 réside donc dans cette idée. Lorsque le subconscient est programmé pour la richesse,
L'action devient plus fluide, plus cohérente, plus intuitive. On n'a plus besoin de se forcer à penser positif, se forcer à croire en soi, se forcer à persévérer. Tout cela devient naturel parce qu'il s'agit désormais d'un prolongement de la nouvelle identité intérieure. L'autosuggestion transforme l'être avant de transformer la vie. Et une fois que l'être est transformé, la vie suit. Lorsqu'un individu se répète chaque jour une vision claire de sa réussite, avec émotion et constance, cette vision finit par dicter ses comportements. Il commence à agir comme quelqu'un qui mérite la richesse, comme quelqu'un qui attire les opportunités, comme quelqu'un qui n'accepte plus la médiocrité. Il commence à se comporter en alignement avec sa propre vision, et le monde réagit automatiquement à cette posture. Cela peut sembler subtil, mais c'est une révolution intérieure. Car rien ne résiste à un esprit programmé. Un esprit programmé pour échouer, échouera malgré les efforts. Un esprit programmé pour réussir, réussira malgré les obstacles. L'autosuggestion ne fabrique pas seulement des pensées positives. Elle construit une architecture mentale solide, une identité nouvelle, une manière de penser, de ressentir et d'agir qui attire naturellement l'abondance. Elle n'est pas une technique occasionnelle, mais une discipline intérieure. Une discipline douce, mais puissante. Une discipline invisible, mais essentielle. Une discipline qui n'a besoin ni de bruit, ni de reconnaissance, ni de preuves immédiates, car elle travaille dans le domaine où tout se prépare, l'esprit. Lorsqu'elle est pratiquée avec constance, l'autosuggestion devient l'une des forces les plus puissantes pour transformer la destinée. Elle fait disparaître les limites apparentes, les peurs anciennes, les résistances héritées. Elle crée un point de bascule où l'individu cesse de douter de sa capacité à réussir et commence à considérer sa réussite comme logique. C'est ce passage, imperceptible mais décisif, qui marque le début de toute ascension durable. L'être humain n'est pas destiné à répéter son passé. Il est destiné à refléter ses croyances les plus profondes. Principe 4. L'autosuggestion. Programmer l'esprit pour la richesse est donc la clé qui permet d'installer de nouvelles croyances, une nouvelle perception de soi et une nouvelle orientation mentale. Dès lors, l'esprit, devenu allié, devient le premier investisseur dans ta réussite. Et tout le reste suit. Principe 5. Le pouvoir du cercle. S'entourer de ceux qui élèvent repose sur une loi sociale et psychologique que personne ne peut contourner. Votre environnement humain est un multiplicateur ou un empoisonneur de destinée. La plupart des individus imaginent que leur réussite dépend de leur intelligence, de leur discipline ou de leur ambition personnelle. Ils se trompent. Ces éléments comptent, bien sûr, mais ils ne représentent qu'une partie du chemin. La réalité est bien plus profonde. Vous devenez les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous absorbez leur énergie, leurs croyances, leurs comportements, leur manière de parler, leur niveau de vision, leur rapport à la vie. Rien n'est plus contagieux que l'état intérieur d'autrui. S'entourer correctement n'est pas un détail, c'est un principe essentiel. C'est un levier accélérateur qui peut propulser une vie vers des hauteurs que l'on n'aurait jamais pu atteindre seul. Ou au contraire, l'enfermer dans un cycle d'échecs subtil, imperceptible mais tenace. L'énergie des autres influence directement votre réussite, souvent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Certaines personnes éclairent, dynamisent, inspirent, vous élèvent par leur présence seule. Elles respirent la possibilité, elles émettent une vibration d'ambition. Elles incarnent un futur meilleur simplement par la manière dont elles se tiennent dans leur vie. D'autres, au contraire, assombrissent, ralentissent, fatiguent. Elles doutent, elles critiquent, elles transmettent une vision limitée d'elles-mêmes et du monde, et sans le vouloir, elles vous tirent dans leur direction. Elles vous enseignent la peur, la tiédeur, la stagnation. Elles vous enferment dans un plafond de verre invisible. Le cerveau humain, pour des raisons biologiques, s'harmonise automatiquement avec l'énergie dominante du groupe auquel il appartient. Ce phénomène est ancestral. Il nous vient de l'époque où l'appartenance au groupe déterminait la survie. Aujourd'hui, il détermine la destinée. L'entourage est la matrice de toute transformation. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, après avoir changé simplement de cercle, voient leur vie entière
prendre une direction radicalement différente. Elles n'ont pas obtenu une intelligence nouvelle, ni une compétence soudaine, ni un talent miraculeux. Elles ont simplement changé d'air mental. Elles se sont exposées à plus grand qu'elles, et cet environnement a réorganisé leur structure intérieure. Choisir un entourage qui pousse vers le haut devient alors un acte stratégique, presque sacré. Cela demande de la lucidité, du courage, parfois même une forme de renoncement émotionnel. Car choisir les bonnes personnes implique presque toujours de s'éloigner des mauvaises. Et s'éloigner de certaines personnes n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve de respect envers soi-même. L'entourage que l'on choisit est un investissement à long terme. Il doit être composé de personnes qui portent une énergie de croissance, qui vous confrontent sans vous rabaisser, qui vous inspirent sans vous écraser, qui vous encouragent sans vous flatter, qui croient en votre potentiel même quand vous traversez vos périodes de doute. Il existe plusieurs catégories d'individus dans la vie. Ceux qui vous tirent vers le haut, ceux qui vous maintiennent au même niveau et ceux qui vous tirent vers le bas. Les premiers sont rares et précieux. Les seconds sont confortables mais dangereux, car ils vous maintiennent dans un état de stagnation déguisé en normalité. Les troisièmes sont toxiques et doivent être évités. Le concept de vol d'énergie est réel. Il ne s'agit pas d'un phénomène mystique, mais d'une dynamique psychologique. Certains individus, souvent sans mauvaise intention, drainent votre énergie vitale par leur pessimisme constant, leur négativité chronique, leurs plaintes répétées, leur peur contagieuse. Ils exigent plus qu'ils ne donnent. Ils aspirent à votre attention, votre motivation, votre force mentale. Ils vous laissent vider, sans comprendre pourquoi. Lorsqu'une personne se plaint constamment, elle programme votre subconscient à voir le monde comme elle le voit. Lorsqu'une personne doute constamment, elle vous transmet une vision de la vie réduite à ses menaces. Lorsqu'une personne critique constamment, elle vous pousse à adopter le même filtre négatif. Les vols d'énergie produisent un effet cumulatif qui érode progressivement votre ambition. Ce n'est pas un choc brutal, c'est un poison lent. Pour préserver votre croissance, il est donc nécessaire de protéger votre espace mental de ceux qui le polluent, même s'ils font partie de votre cercle actuel. S'entourer de personnes qui élèvent exige parfois de redéfinir sa loyauté, non pas en abandonnant les autres, mais en se choisissant soi-même. Le rôle du mentor est crucial dans Principe 5. Un mentor n'est pas nécessairement une personne que vous connaissez personnellement. C'est quelqu'un dont la sagesse, l'expérience ou la perspective élargissent votre vision. Les mentors vous font gagner des années. Ils vous font éviter des erreurs inutiles. Ils vous montrent ce que vous ne voyez pas. Ils possèdent une carte du territoire sur lequel vous voulez avancer. Ils éclairent votre chemin. Ils vous transmettent non seulement des compétences, mais surtout un état d'esprit. Même à distance, un mentor peut transformer une vie. Lire leurs livres, observer leurs décisions, écouter leurs enseignements, analyser leur manière d'agir est un privilège immense. Pendant que d'autres se nourrissent de distractions, vous vous nourrissez d'évolution. Le partenaire, lui aussi, joue un rôle déterminant. Il peut s'agir d'un partenaire de vie, d'un partenaire d'affaires ou d'un partenaire de croissance. Le partenaire idéal n'est pas celui qui vous rassure constamment, mais celui qui vous pousse. Celui qui vous accompagne dans l'inconfort. Celui qui croit en la version de vous que vous n'avez pas encore incarnée. Le partenaire idéal n'amplifie pas vos peurs, il amplifie votre potentiel. Il ne se contente pas d'être présent, il est moteur. Il ne vous encourage pas à rester là où vous êtes, il vous invite à aller là où vous devez être. Les collaborations, enfin, représentent l'une des forces les plus précieuses du cercle. Une collaboration n'est pas juste un partage de tâches, c'est une fusion d'énergie, de perspectives, de compétences. Lorsque deux personnes alignées unissent leurs visions, elles produisent un impact qu'elles n'auraient jamais pu créer seules. Une bonne collaboration élargit votre champ d'action, décuple votre créativité, accélère vos résultats. Elle vous connecte à des réseaux, à des idées, à des ressources que vous n'auriez jamais pu atteindre en isolant votre parcours. Mais pour que ces collaborations soient fructueuses, il faut qu'elles soient basées sur l'alignement, la loyauté, la clarté et la réciprocité. Car une collaboration avec quelqu'un qui n'est pas aligné peut devenir un frein plus qu'un levier.
Le cercle que vous choisissez détermine le plafond de votre réussite. Si vous vous entourez de personnes qui pensent petit, vous finirez par penser petit. Si vous vous entourez de personnes qui voient grand, vous finirez par voir grand. La vision est contagieuse. L'ambition est contagieuse. La discipline est contagieuse. La médiocrité l'est tout autant. Certaines personnes vous forcent à élever vos standards juste par leur présence. Vous voulez être meilleur lorsque vous êtes avec elles. Vous pensez plus grand. Vous agissez avec plus de clarté. Votre énergie monte. Votre posture change. Votre futur s'élargit. C'est à cela que l'on reconnaît un cercle qui élève. S'entourer de celles et ceux qui élèvent est l'un des investissements les plus rentables de la vie. Parfois, vous n'avez besoin que d'une seule personne différente pour que votre existence entière se transforme. Un seul regard extérieur, une seule conversation, une seule vision alternative peut déclencher une cascade de changements intérieurs. À l'inverse, rester entouré des mauvaises personnes peut maintenir une vie entière dans l'ombre, parfois sans que vous en ayez conscience. Le pouvoir du cercle n'est pas une théorie abstraite, c'est une loi universelle. Aucune réussite durable ne se construit en isolation. Ceux qui réussissent comprennent que l'environnement crée la dynamique, façonne la mentalité, influence la destinée. C'est pour cela qu'ils choisissent soigneusement les personnes qu'ils laissent entrer dans leur espace mental. Ils filtrent, ils protègent, ils sélectionnent. Ils s'élèvent en même temps qu'ils élèvent les autres. Le monde appartient à ceux qui s'entourent correctement. Et puisque vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, il devient évident que votre futur dépend de vos choix relationnels. Choisir un cercle qui élève, c'est choisir un futur qui s'élève. Choisir un cercle qui aspire à grandir, c'est choisir une vie qui s'expanse. Choisir un cercle qui croit en la réussite, c'est choisir une destinée qui respire la réussite. Si vous voulez changer votre vie, changez votre cercle. Car principe 5, le pouvoir du cercle. S'entourer de ceux qui élèvent n'est pas seulement une règle de croissance, c'est une fondation. Une fondation qui détermine ce que vous devenez, ce que vous osez, ce que vous accomplissez. Votre entourage est votre premier mentor, votre premier miroir, votre premier moteur. Et lorsque vous choisissez consciemment de vous entourer de ceux qui élèvent, vous choisissez consciemment de vous élever vous-même. Principe 6. La discipline intelligente. Passer à l'action. Sans perdre l'équilibre révèle un principe fondamental que beaucoup confondent encore aujourd'hui. La richesse ne naît ni du hasard ni du simple travail acharné, mais d'un travail aligné, cohérent, intentionnel et discipliné. Dans un monde où tout s'accélère, où l'on valorise l'agitation au détriment de la réflexion, où l'on glorifie l'épuisement comme une preuve de mérite, comprendre la différence entre activité et productivité devient un acte de lucidité rare. On peut travailler sans relâche et ne pas avancer. On peut être constamment occupé et rester exactement au même point. On peut multiplier les actions sans jamais produire un impact réel. L'activité n'a de valeur que lorsqu'elle rapproche de l'objectif. Sinon, elle n'est qu'un mouvement sans direction, une fuite en avant, une manière inconsciente d'éviter l'essentiel. La discipline intelligente commence par cette distinction. Elle consiste à analyser ses actions, à déterminer celles qui font réellement progresser, à éliminer celles qui dispersent l'énergie. Il ne s'agit plus d'en faire beaucoup, mais d'en faire juste. La discipline intelligente est l'art de canaliser son effort, de le concentrer sur ce qui produit des résultats tangibles. Chaque jour, nous disposons d'un capital d'énergie, limité et précieux. Chaque tâche que nous accomplissons utilise une partie de ce capital. La question n'est pas « ai-je assez d'énergie ?» mais « comment est-ce que j'investis mon énergie ?» La discipline intelligente transforme chaque action en investissement. Elle oblige à réfléchir, à planifier, à sélectionner. Il ne suffit plus de se lever tôt, de travailler tard ou de s'épuiser à la tâche. Cela peut impressionner les autres, mais cela ne trompe pas la réalité. La réussite n'est pas attribuée à ceux qui font le plus, mais à ceux qui font ce qu'il faut. Le pouvoir des habitudes quotidiennes est au cœur de ce principe. La discipline intelligente n'est pas une intensité ponctuelle, mais une constance construite. Ce sont les gestes répétitifs,
souvent invisibles, qui façonnent les résultats extraordinaires. Une habitude est une action qui se répète suffisamment longtemps pour devenir automatique, c'est-à-dire qu'elle ne consomme presque plus de volonté. Alors que beaucoup s'épuisent à utiliser leur motivation comme carburant, ceux qui réussissent utilisent leurs habitudes. La motivation est instable, émotionnelle, changeante. Elle varie selon les jours, les humeurs, les circonstances. Les habitudes, elles, sont stables. Elles ne demandent pas d'humeur favorable. Elles s'exécutent parce qu'elles font partie du système. Les personnes disciplinées intelligemment ne gagnent pas parce qu'elles sont les plus motivées, mais parce qu'elles ont conçu un environnement intérieur où la réussite devient une conséquence naturelle. Une habitude bien choisie vaut 1000 efforts sporadiques. Mais construire une habitude demande un engagement profond et un courage constant. Elle exige de persister même lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils confondent l'absence immédiate de récompense avec l'absence de progrès. Les résultats prennent du temps. La discipline intelligente reconnaît cette vérité. Elle ne cherche pas l'instantané, elle vise la construction. Elle accepte que les graines mettent un moment à germer, que les fondations prennent du temps à se solidifier. Le courage de persister même quand rien ne semble changer est l'une des forces les plus rares de notre époque. Beaucoup abandonnent à cause du délai, et non à cause de l'incapacité. Ils arrêtent parce qu'ils ne voient pas encore, alors que le changement a déjà commencé intérieurement. La discipline intelligente est une forme de foi en soi, une certitude que la constance finit toujours par payer. Ceux qui avancent, même lentement, finissent par dépasser ceux qui restent immobiles ou qui s'agitent sans direction. La discipline intelligente n'est pas extrême. Elle est équilibrée. Elle ne sacrifie pas la santé, la paix intérieure ou les relations au nom de la réussite. Elle repose sur une gestion consciente de son énergie, de son temps et de sa concentration. 3 ressources invisibles, mais essentielles. L'énergie est la force vitale qui alimente chaque action. Elle fluctue selon l'alimentation, le sommeil, l'environnement émotionnel, la qualité des pensées. Quelqu'un peut avoir du temps mais pas d'énergie, et donc être incapable de produire un travail de qualité. La discipline intelligente consiste à protéger son énergie comme un trésor, éviter les personnes qui l'épuisent, les tâches qui l'engloutissent, les habitudes qui la détruisent. Elle encourage à faire ce qui recharge, ce qui nourrit, ce qui élève. Le repos devient un outil stratégique, non un signe de faiblesse. Le temps est la matière première de toute réussite. Mais contrairement à ce que l'on croit, le temps ne s'organise pas. Il se priorise. Chaque minute passée est un choix. La discipline intelligente consiste à se demander « Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche ou m'éloigne de ma vision ?» Sans priorité, le temps se dissout. Avec priorité, il devient un levier de croissance. La concentration est la capacité de maintenir son attention sur une tâche jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Dans un monde saturé de distractions, la concentration est devenue une monnaie rare. La discipline intelligente consiste à protéger cette monnaie en réduisant l'exposition aux sollicitations inutiles, en créant des périodes de travail profonds, en éliminant le multitâche qui divise l'esprit et affaiblit les résultats. Le multitâche donne l'illusion d'être productif, mais il réduit l'efficacité. La discipline intelligente, elle, choisit l'unicité d'attention. Elle sait que lorsqu'on se disperse, on perd en profondeur, en qualité, en impact. La discipline intelligente demande aussi de savoir dire non. Non à ce qui vole le temps. Non à ce qui affaiblit l'énergie. Non à ce qui déracine la concentration. Non à ce qui n'est pas aligné avec la vision. Dire non n'est pas un acte de refus, mais un acte de protection. La discipline n'est pas une prison, c'est une liberté structurée. La liberté de créer, de construire, de progresser sans se perdre. Ceux qui réussissent ne sont pas des esclaves de la discipline, mais des architectes de leur autonomie. Ils comprennent que la discipline intelligente ne limite pas la vie, elle l'expanse. Elle crée des résultats, de la paix intérieure, de la clarté. Elle élimine le chaos, le stress inutile, les regrets. La discipline intelligente est une manière d'être, non une simple manière de faire.
Elle ne s'applique pas seulement au travail, mais à toute la vie. La façon de se nourrir, de penser, de gérer ses émotions, de planifier ses journées, de respecter ses engagements. Chaque détail compte, car chaque détail construit la trajectoire. La discipline intelligente n'est pas dure, elle est douce mais déterminée. Elle n'est pas rigide, elle est flexible mais inébranlable. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche la progression. Elle ne cherche pas à en faire plus, elle cherche à en faire mieux. Elle n'est pas faite pour impressionner les autres, elle est faite pour libérer le meilleur de soi. Lorsque la discipline intelligente est installée, la vie devient plus simple, les décisions deviennent plus faciles, la vision devient plus claire, l'esprit devient plus léger, et la richesse matérielle commence à suivre ce mouvement intérieur, car elle n'est plus bloquée par la confusion, l'indiscipline ou la dispersion. La discipline intelligente transforme le chaos en cohérence, la volonté en automatisme, l'effort en fluidité. Elle crée un système intérieur qui fonctionne même lorsque l'on est fatigué, stressé ou démotivé. Elle permet d'avancer malgré les obstacles, malgré les imprévus, malgré les fluctuations émotionnelles. Dans Principe 6, la discipline intelligente. Passer à l'action. Sans perdre l'équilibre, ce que l'on comprend, c'est que la richesse est une conséquence et non une cause. La discipline intelligente fabrique la cause. Elle produit les actions qui produisent les résultats. Elle transforme la vie de l'intérieur avant de la transformer de l'extérieur. Elle permet d'avancer avec stabilité dans un monde instable. Elle permet de réussir sans se brûler. Elle permet de travailler sans se perdre. La discipline intelligente est le pont entre la vision et la réalisation. Sans elle, le désir reste un souhait. Avec elle, le désir devient un plan. Sans elle, la réussite dépend du hasard. Avec elle, la réussite devient inévitable. Celui qui maîtrise la discipline intelligente ne craint plus le temps, car il sait l'utiliser. Il ne craint plus les obstacles, car il sait persister. Il ne craint plus l'échec, car il sait que chaque effort cohérent finit par payer. La discipline intelligente n'est pas un sacrifice, mais un cadeau. Le cadeau de devenir maître de soi, maître de sa vie, maître de sa destinée. Et c'est pour cela que ceux qui l'adoptent avancent, construisent, réussissent. Non pas parce qu'ils ont plus de talent que les autres, mais parce qu'ils ont créé l'alignement intérieur qui permet d'utiliser pleinement leur talent. La discipline intelligente est donc la signature des bâtisseurs de richesse. Elle est la force tranquille qui structure les jours, les semaines, les mois et les années. Elle est la racine invisible des résultats visibles. Elle est l'art d'avancer sans s'épuiser, de créer sans se disperser, de construire sans se détruire. Et lorsque ce principe est intégré profondément, la richesse cesse d'être une promesse. Elle devient une trajectoire. Principe 7. La transmutation mentale. Transformer les obstacles en tremplin représente le sommet de la richesse mentale, le point où l'esprit cesse complètement de subir la vie pour commencer à collaborer avec elle. C'est la capacité rare, précieuse, presque alchimique, de convertir chaque difficulté en information utile, chaque échec en apprentissage, chaque détour en orientation nouvelle, chaque tempête en preuve de résistance. Alors que la plupart des gens voient les obstacles comme des barrières, ceux qui maîtrisent la transmutation mentale les voient comme des matériaux de construction. Rien n'a réellement de pouvoir sur un individu capable de donner un sens différent à ce qu'il traverse. Le monde extérieur ne détermine plus son destin. C'est sa manière d'interpréter le monde qui le fait. La richesse, dans sa forme la plus profonde, commence lorsque l'esprit comprend que rien n'est contre lui, mais que tout peut être utilisé pour lui. La transmutation mentale commence par un principe fondamental, le refus absolu de la victimisation. La victimisation est une énergie lourde, stagnante, destructrice. Elle empêche la croissance, elle bloque l'action, elle détruit la créativité. La victimisation transforme chaque difficulté en injustice, chaque retard en malédiction, chaque échec en fatalité. Elle retire à l'individu son pouvoir intérieur. Elle l'enchaîne à l'idée que sa vie dépend de forces extérieures incontrôlables. Ceux qui s'y abandonnent deviennent prisonniers de leurs circonstances.
Ceux qui la refusent deviennent maîtres de leurs résultats. Refuser la victimisation, ce n'est pas nier la difficulté. Ce n'est pas se convaincre que tout est parfait. C'est décider que rien ne définira votre identité sans votre consentement. C'est reprendre possession de son pouvoir d'interprétation. Car ce n'est jamais l'événement qui détruit, c'est le sens qu'on lui donne. Ceux qui comprennent. Principe 7. La transmutation mentale. Transformer les obstacles en tremplins, savent lire la vie avec un regard différent. Ils lisent les signes, les synchronicités, les réorientations. Ils savent que la vie envoie constamment des messages, des directions, des opportunités déguisées. Mais ces messages ne sont visibles que pour ceux dont l'esprit est ouvert, flexible, non figé dans la peur ou la rigidité. Lorsque quelque chose se ferme, ils cherchent ce qui s'ouvre. Lorsque quelque chose échoue, ils cherchent ce que cela révèle. Lorsque quelque chose prend du temps, ils cherchent ce que cela prépare en silence. La vie n'est jamais statique. Elle est un échange continu d'informations. Ceux qui apprennent à écouter ces informations gagnent toujours du temps, de la sagesse et du pouvoir. Lire les signes ne signifie pas tomber dans la superstition, mais développer une sensibilité à l'intelligence du réel. Les synchronicités apparaissent souvent au moment exact où l'on s'engage sur un chemin intérieur. Des rencontres improbables, des idées soudaines, des coïncidences étonnantes viennent confirmer la direction prise. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des réponses. Le subconscient, aligné avec la vision, devient capable de percevoir des connexions que l'esprit confus ne voit pas. La transmutation mentale aiguise cette perception. Ce qui paraît fortuit à la majorité devient évident pour l'individu transmuté. La vie n'est pas un hasard, elle est un langage. Et tout langage peut être compris lorsque l'on en maîtrise les codes. Voir la vie comme un allié, et non comme un adversaire, est l'une des transformations internes les plus puissantes que l'on puisse connaître. Beaucoup vivent dans un état constant d'opposition, comme si la vie cherchait à les piéger, à les tester, à les humilier. Ils se battent contre tout, contre tous, contre eux-mêmes. Chaque problème devient un combat. Chaque imprévu devient une agression. Cette posture épuise, assèche et ferme la conscience. À l'inverse, ceux qui adoptent la transmutation mentale comprennent que la vie n'est pas là pour briser, mais pour sculpter. Elle est le partenaire invisible de toute évolution. Elle ne protège pas du défi. Elle utilise le défi pour fortifier l'esprit. Elle ne donne pas ce que l'on veut. Elle donne ce que l'on est prêt à recevoir. Une vie perçue comme un adversaire produit de la résistance. Une vie perçue comme un allié produit de la collaboration. Chaque obstacle devient alors un message. Chaque difficulté devient un miroir révélateur. Chaque échec devient une opportunité d'ajustement. Ceux qui voient la vie comme un allié ne se demandent jamais « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mais « Que dois-je comprendre ?» Cette différence de question change complètement l'expérience. L'esprit cesse d'être en mode réaction pour entrer en mode expansion. Le défi n'est plus un mur, mais un escalier. La transmutation mentale transforme le poids en puissance. Maintenir la vision malgré les tempêtes est l'une des compétences les plus exigeantes et les plus déterminantes de ce principe. Lorsque tout est calme, maintenir une vision est simple. Mais lorsque la vie secoue, lorsque les résultats tardent, lorsque les doutes s'invitent, lorsque tout semble aller contre nous, c'est là que la vision se révèle. La plupart abandonnent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont perdu la vue intérieure de ce qu'ils voulaient construire. La tempête n'a pas détruit leurs rêves, elle a détruit leur attention. Maintenir la vision exige un ancrage profond, un engagement émotionnel fort, une foi stratégique qui dépasse l'absence de preuves immédiates. La vision doit être tenue comme une flamme que l'on protège du vent. Si l'on lâche la flamme, elle s'éteint. Si l'on la protège, elle continue d'éclairer même dans l'obscurité. Transmuter mentalement les obstacles exige donc une discipline intérieure. Rester aligné avec son futur même lorsque le présent ne le reflète pas encore. Refuser d'interpréter le retard comme un échec. Refuser d'interpréter l'épreuve comme un arrêt. Refuser d'interpréter le doute comme une vérité. Ce n'est pas la tempête qui détermine l'avenir d'un individu, c'est sa capacité à rester concentré sur son horizon.
Ce principe révèle une réalité profonde. Lorsque la vision est stable, les obstacles deviennent des parties intégrantes du processus. Ils ne surprennent plus, ils n'effraient plus, ils instruisent, ils redressent, ils affinent. Un obstacle peut apprendre la patience, un autre peut apprendre la stratégie, un autre encore peut apprendre la résilience. Certains obstacles sont des ralentissements pour éviter des erreurs plus graves. D'autres sont des redirections pour vous aligner avec un chemin meilleur que celui que vous aviez imaginé. La transmutation mentale transforme ce qui semble être un frein en un feu intérieur. Chaque fois que la vie dit non, l'esprit transmuté cherche où elle dit oui. Ceux qui maîtrisent, principe 7, la transmutation mentale. Transformer les obstacles en tremplin ne recherche plus une vie sans obstacles. Ils recherchent une conscience suffisamment élevée pour ne plus être dominés par les obstacles. Ils comprennent que la paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la capacité à rester alignés à travers elles. Ils savent que l'adversité est un passage, jamais une destination. Ils savent que la vie n'est jamais contre eux, mais toujours avec eux, même lorsqu'elle parle un langage qu'ils n'ont pas encore appris à comprendre. La transmutation mentale transforme donc l'être humain de l'intérieur. Elle donne un pouvoir que rien ne peut enlever, la capacité de créer du sens. Car tant que l'on peut créer du sens, on ne peut pas être détruit. La souffrance devient supportable. La difficulté devient utile. L'incertitude devient un espace de création. L'individu cesse d'être écrasé par les circonstances. Il devient créateur de destinée. Rien ne devient facile, mais tout devient possible. L'esprit transmuté voit la vie avec un regard plus vaste. Il comprend que certaines douleurs permettent de grandir, que certains rejets protègent, que certaines pertes préparent un gain plus grand. Il reconnaît que derrière chaque effondrement se cache une reconstruction. Il sait que l'univers ne prend jamais quelque chose sans offrir une compensation, souvent plus grande que ce qui a été perdu. Il sait que la vie est intelligente, que rien n'est accidentel, que tout a une fonction. La transmutation mentale transforme l'homme en alchimiste. Non pas celui qui transforme le plomb en or, mais celui qui transforme le vécu en puissance, celui qui transforme la peur en courage, celui qui transforme l'erreur en leçon, celui qui transforme la défaite en maturité, celui qui transforme l'ombre en lumière intérieure. Et lorsque cette transformation devient naturelle, la richesse extérieure devient inévitable, car la richesse suit la croissance intérieure. En intégrant ce principe, tout devient matière à élévation. Plus rien n'est perdu, plus rien n'est inutile, plus rien n'est en vain. Les autres se plaignent, l'esprit transmuté comprend, les autres abandonnent, l'esprit transmuté persiste. Les autres voient un obstacle, l'esprit transmuté voit une initiation. Les autres voient une injustice, l'esprit transmuté voit un ajustement. C'est pour cela que ceux qui cultivent ce principe deviennent inarrêtables. Non pas parce qu'ils ne rencontrent pas d'obstacles, mais parce qu'ils savent les utiliser. Lorsqu'un individu maîtrise principe 7, il devient comme l'eau, souple, adaptable, indestructible. L'eau contourne l'obstacle, le creuse, le traverse, s'y adapte. Elle ne perd jamais son essence. La transmutation mentale agit de la même manière. Elle permet d'avancer dans n'importe quelle condition, de continuer malgré tout, de s'élever même dans les environnements les plus défavorables. Ainsi, principe 7, la transmutation mentale. Transformer les obstacles en tremplin est l'apogée de la richesse mentale. La maîtrise intérieure qui rend absolument tout utilisable, tout transformable, tout orientable vers la croissance. C'est la science secrète des esprits puissants, des bâtisseurs de destin, de ceux qui ne se contentent pas de survivre au monde, mais qui en font leur terrain d'évolution. Et lorsque ce principe est réellement intégré, aucune tempête ne peut renverser celui qui marche avec sa vision fixée, son esprit ouvert et son cœur fortifié. La richesse devient alors plus qu'un résultat, elle devient un état d'être. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu as traversé les 7 principes comme on traverse un miroir. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais au début. Ta vision s'est élargie, ton esprit s'est renforcé,
tes croyances se sont réajustées. Tu as compris que la richesse ne commence pas dans le portefeuille, mais dans la conscience. Qu'elle ne dépend pas du monde extérieur, mais de ton monde intérieur. Que tout ce que tu veux construire dépend d'une seule personne, toi. La décision que tu prends maintenant déterminera la suite de ta vie. Tu peux refermer ces pages et retourner à la version ancienne de toi-même, celle qui espère, qui hésite, qui s'excuse. Ou tu peux laisser ces principes devenir ta nouvelle fondation. Tu peux choisir d'incarner la personne qui décide, qui crée, qui persiste, qui transforme, qui avance avec une vision claire malgré les tempêtes. Car la vérité est simple. Le monde n'appartient pas aux plus intelligents, ni aux plus doués, ni aux plus chanceux. Il appartient à ceux qui ont construit une architecture mentale capable de soutenir leurs ambitions. Ceux qui ont appris à se choisir. Ceux qui refusent la passivité. Ceux qui marchent avec une vision, une discipline, une foi intérieure et une résilience indestructible. Tu as désormais ces 7 clés. La seule question qui reste est la suivante. Vas-tu les lire ou vas-tu les utiliser? La richesse n'est pas un rêve, c'est une décision, et cette décision t'appartient maintenant.